Rebonjour à tous. Donc en fait, c'est un sujet un peu vaste parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de cas de figure au niveau de la maladie de Menière, au niveau des profils, et donc il y a pas mal de solutions possibles. En gros, je vais parler très rapidement de la maladie de Menière. C'est en fait une forme de... C'est des personnes qui ont des hydrops où il y a une hyperpression et qui va créer, en fait, qui va endommager une partie de l'organe de Corti et qui va créer petit à petit, en fait, des surdités, en sachant que le problème majeur de la maladie de Menière, c'est plutôt les crises et le problème de l'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui avait été plus ou moins pressenti, ça peut être maintenant mesuré avec des IRM où on voit très bien une augmentation en fait des volumes des membranes. Alors j'ai pris un article, mais il y en a plein en fait. En gros, c'est compliqué parce que la maladie de Menière, en réalité, c'est vertige, acouphènes, surdité, sensation d'oreille bouchée, hyperacousie, et avec des crises et une augmentation progressive de la surdité. Et on voit en fait que si on regarde la prévalence chez les Anglais, on est à 157 sur 100 000 et en France, on est à 7,5 sur 100 000 parce qu'il y a des problèmes de diagnostic, c'est-à-dire que souvent, et puis même il y a une vingtaine d'années, on mettait souvent beaucoup de gens, on leur disait qu'ils avaient la maladie de Menière, mais en réalité, ils avaient un syndrome ou une partie de ces syndromes. En gros, c'est le handicap majeur de la maladie de Menière, c'est des crises qui vont créer des vertiges, une sensation de plénitude d'oreille, des acouphènes qui ont généralement, surtout au début, une tonalité dans les graves, de la dysplacousie qu'on évalue rarement, où David d'ailleurs c'était le sujet de sa thèse. Trois fois sur 4, ce sont des surdités unilatérales qui viennent nous voir et ça peut se bilatéraliser, ça évolue au cours du temps. Pas pour tout le monde, mais ça peut évoluer. Au départ, les premiers stades, c'est des fluctuations de l'audition, donc c'est compliqué en fait à régler si on veut appareiller quelqu'un qui a une maladie de Menière. C'est surtout sur les basses fréquences et surtout pour les premiers stades. L'hyperacousie est la gêne par le bruit, en fait, parce que l'hyperacousie, c'est par rapport à la mesure de seuil d'inconfort, mais ils sont aussi très gênés par le bruit. Ils ont du recrutement et une mauvaise qualité de vie qui est plutôt, en fait, liée aux problèmes qu'ils ont au niveau de leur vertige, acouphènes, plénitude d'oreille. Alors, pourquoi ça crée une surdité ? En fait, parce que le fait d'avoir des modifications de pression dans l'oreille interne, ça vient fragiliser les cellules ciliées, principalement, surtout dans un premier temps, les cellules ciliées externes, qui servent en fait à amplifier les 50-60 premiers décibels, c'est-à-dire que quand on n'a plus de cellules ciliées externes, on a de l'ordre de 50 à 60 dB de perte. On a une perte de sélectivité fréquentielle et puis aussi on a un décalage fréquentiel du pattern d'excitation, à savoir plus de cellules ciliées externes, on peut avoir un shift en fait sur la partie basale de la cochlée jusqu'à de l'ordre d'un demi-octave. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir de la dysplacousie. La dysplacousie peut aussi se produire quand on est en hydrops, où la biomécanique cochléaire passive et active est modifiée par des changements de pression au niveau de l'oreille interne. Donc ça, c'est important parce que, en gros, généralement, alors c'est très simplifié, c'est-à-dire que si on prend un champ auditif d'un normand-entendant et qu'on va mettre un audiogramme en fait d'un patient malentendant dans ce champ auditif, dans la grande partie, dans la majorité des cas, quand on a une perte qui est une perte cochléaire comprise entre 0 et 60 dB, on sait qu'il y a beaucoup de chances que ce soit les cellules ciliées externes qui sont en train de mourir. Au-delà de 60 dB de perte, en fait, c'est les cellules ciliées internes il n'y a plus de cellules ciliées externes et c'est les cellules ciliées internes qui sont en train de mourir. On sait aussi que ça peut se propager au niveau derrière les cellules ciliées internes, au niveau des synapses, et puis qu'il peut y avoir
des morts en fait cellulaires. Donc ça n'a rien à voir, c'est suite à un trauma, mais on a à peu près probablement la même chose avec le Ménière et les crises répétées. Alors, au niveau de la diploacousie, David avait fait sa thèse dessus. Là, c'est un cas typique où on a un patient qui est à 60 dB de perte sur la droite et qui est à peu près normand-tendant sur la gauche. Et quand on veut équilibrer la hauteur tonale entre les deux oreilles, bien sûr avec un équilibre en Sony, on s'aperçoit que sur ce patient, il avait 3 demi-tons d'écart entre la gauche et la droite, en sachant qu'il entend plus aigu en fait la fréquence, l'oreille droite, le son est perçu plus aigu à droite qu'à gauche. Ça peut créer des problèmes. Alors, au niveau des premiers stades de la maladie de Ménière, si on regarde un petit peu l'audiogramme, ça commence à se propager au niveau des fréquences graves, où on va avoir une perte qui va commencer sur les fréquences graves, mais contrairement à la maladie d'autospongiose, cette perte, elle est de l'oreille interne, donc c'est-à-dire que les seuils d'inconfort sont les mêmes en fait sur les graves que sur les aigus. Alors, j'aime bien discuter en fait sur la dynamique, c'est important de savoir après comment on va pouvoir régler ça. Donc la gêne principale de ce patient, ça va être ces phénomènes de crise et surtout des problèmes de vertige vestibulaire, acouphènes, mal-être, mais il ne va pas nécessairement se plaindre en fait d'un problème d'audition. C'est un petit peu le cadet de ses soucis dans un premier temps. Et en plus de ça, il a de grosses fluctuations de son audition et ça peut être compliqué à régler. D'abord, dans ce cas de figure-là, il n'est pas une indication pour la loi de 2018. Après, ça peut évoluer par une augmentation de la perte sur les fréquences graves, mais aussi ça va atteindre petit à petit les fréquences aiguës. Alors, par rapport à juste avant, je ne sais pas si je le vois, on s'aperçoit qu'on commence à avoir une hyperacousie, surtout sur le côté concerné, parce que souvent c'est surtout d'un côté, il peut être bilatéralisé, mais c'est surtout d'un côté. Donc le patient, il a des problèmes de vertige, il a des problèmes d'acouphènes invalidants, il a des problèmes de surdité très fluctuante qu'il commence à percevoir, et il a une fluctuation de son audition. À partir de là, il peut être envisagé en fait d'appareiller ce patient-là, d'appareiller l'oreille droite. Alors quand ça va évoluer généralement avec une perte de l'ordre entre 55 et 65. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est probablement une forme de disparition des cellules ciliées externes suite à ces crises à répétition. Donc la personne se retrouve avec une surdité plate d'un côté, une hyperacousie. Sur cette surdité, l'hyperacousie s'est un petit peu propagée de l'autre côté. Et là, il commence à avoir des gros troubles en fait liés à l'acouphène bien sûr, mais des troubles aussi liés à son audition, où il y a de l'hypersensibilité, il commence à avoir des problèmes de compréhension dans le bruit, de perception des sons de l'environnement. Et même dans le silence, il peut commencer à se rendre compte qu'il entend moins bien en fait de l'oreille droite. Alors, dans ce cas de figure, au niveau appareillage, on peut appareiller aussi. La surdité, elle est moins fluctuante que les stades d'avant, donc c'est plus facile en fait à stabiliser. Et le choix va dépendre en fait de son audiométrie vocale, à savoir, s'il y a de la compréhension sans trop de recrutement, on peut mettre une aide auditive à droite. Autrement, on peut penser au stéréocross. Je vous montrerai plusieurs exemples qui ont l'avantage, en fait, tout en envoyant du côté, ce qui est capté à droite du côté gauche, de stimuler l'oreille droite pour pouvoir envoyer quelques perceptions sonores à droite. Et ça peut avoir un avantage et pour l'acouphène et en fait pour l'hyperacousie. Dans certains cas de figure, on peut penser au cross, en sachant que le cross, là pour le coup, on ne va pas stimuler l'oreille droite et on va pas pouvoir jouer sur l'acouphène du patient. Après, ça peut passer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a un patient qui est à 60 et la gauche va arriver comme la première à s'abîmer avec le même problème de vertige, d'acouphène, d'hyperacousie, surdité fluctuante importante en fait sur la gauche, problème de perception dans le silence, dans le bruit.
Donc là, on peut appareiller les deux oreilles, on peut réfléchir à un stéréo bicross ou à un bicross, et ça va dépendre de l'audiométrie vocale. Et ça, c'est des cas qu'on voit aussi assez souvent. C'est des gens qui ont eu maladie de Menière depuis plusieurs années, dizaines d'années, où ils se retrouvent avec une perte autour de 60 ou un peu plus sur les deux oreilles, avec une dynamique très très restreinte, et un tableau catastrophique où la personne elle a du mal au niveau de ses vertiges, ses acouphènes, hyperacousie, la surdité, moins de surdité fluctuante parce qu'il ne reste plus grand-chose. L'audiométrie vocale dans le silence, l'audiométrie vocale dans le bruit qui est dégradée. Alors, au niveau du choix de l'appareillage, on peut mettre deux aides auditives. Et pour ce type de profil, s'il y a encore beaucoup de variations de son audition et un problème d'intelligibilité, depuis quelques années, on peut mettre des implants cochléaires parce qu'il y a tellement de difficultés à stabiliser le réglage parce que là, il y a des variations de son audition et il n'y a pas beaucoup d'intelligibilité, on lui met un implant cochléaire. Donc au niveau des solutions prothétiques, on s'aperçoit, traiter de la maladie de Menière au sens large, c'est compliqué parce qu'on a à peu près tous les cas de figure qui existent. On peut mettre une aide auditive unilatérale, bilatérale, des stéréocross, des stéréobicross, des cross aériens ou osseux, des bicross ou l'implant cochléaire. Ça va dépendre surtout en fait de est-ce que la surdité est unilatérale ou est-ce qu'il y a de l'intelligibilité, est-ce qu'il n'y a pas trop de variations quand on a une surdité bilatérale de son audition qui fait que d'un jour elle n'entend rien, la personne, et l'autre jour elle entend tout. Donc, alors les consignes, recommandations pour ce type de surdité, clairement, en tant qu'audioprothésiste, il faut éviter de fermer l'oreille. D'ailleurs, il y a certains traitements qui ne sont pas scientifiquement très très prouvés, où certains ORL vont mettre des aérateurs, parce qu'il y a tellement et qui semblent avoir des effets bénéfiques, mais le fait le patient a un problème de plénitude d'oreille un peu bouchée, donc lui fermer l'oreille, c'est pas une bonne idée. Donc il faut essayer, tout comme on l'a vu tout à l'heure pour la surdité de transmission où il y a des oreilles qui coulent, là l'oreille il faut qu'elle soit le plus ouverte possible, quitte à faire un compromis entre ce qu'on peut apporter avec l'appareil et puis ce que peut supporter la personne. Je conseille quand même d'essayer d'amplifier le son pour essayer d'améliorer l'acouphène, d'ailleurs d'amplifier l'oreille en fait où il y a le Menière, ou les deux, parce que ça peut avoir un effet sur l'acouphène, ça peut avoir un effet sur l'audition, mais aussi sur l'orientation des sons. Le problème, c'est la prise aussi en compte des fluctuations de l'audition, c'est-à-dire qu'un jour il va se réveiller, il entend moins bien que l'autre jour, et le problème, c'est que ces fluctuations, elles ne sont pas linéaires sur toutes les fréquences. Généralement, elles sont plus importantes, ces fluctuations, sur les fréquences graves jusqu'à 1000 Hz et un peu moins sur les fréquences aiguës. Donc il faut que la personne puisse jouer sur le volume ou sur plusieurs programmes quand en fait la personne est dans ses mauvais jours et qu'elle veut garder l'appareil. Alors, les sons graves pour une surdité unilatérale, il faut quand même relativiser les choses. Dans le bruit, la partie la plus importante, en fait, c'est le masque de la tête. Et ce masque de la tête, en fait, d'un son qui vient de l'autre côté, il a surtout lieu sur les fréquences aiguës. Donc, il ne faut pas s'acharner à vouloir amplifier le plus qu'on peut et corriger les fréquences graves, parce que ça sera désagréable pour le patient et ça ne va pas nécessairement améliorer les capacités du patient. Et après, je vous présenterai donc quelques exemples et puis une procédure de stéréoéquilibrage qui est universelle, mais qui peut être utile dans le cas de surdité unilatérale ou de surdité asymétrique telle que le Menière. Alors si on reprend le premier profil qui pourrait être appareillé, il y a pas mal au niveau du cahier des charges, il y a une petite hyperacousie. Les patients ont des seuils d'inconfort à 75, même voire 60, en sachant que ces patients-là, ils sont tellement stressés, hypersensibles, que peut-être qu'on peut en rajouter 10 ou 15, mais par précaution, ils nous mettent 65, à mon avis, c'est plutôt 75. La problématique, c'est surtout les variations d'audition d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre.
Donc quand on va appareiller en fait cette oreille droite, on va toujours avec un essai, hein, c'est le patient qui décidera ou pas de le prendre. Avec un embout ouvert, c'est pas si compliqué que ça. Je vais vous montrer d'ailleurs qu'on peut appareiller avec un embout ouvert sans problème et mettre du gain dans les graves. Ce qui n'est pas le cas pour les surdité de transmission, parce que les surdités de transmission, souvent les seuils d'inconfort sont décalés d'uriner. Et donc, quelqu'un qui a un seuil d'inconfort normalement aux alentours de 90, quand il a un rhiné, sauf pour les autospongioses, mais il a un rhiné de 30 ou 40, il a des seuils d'inconfort de 130 dB. Donc là, ça va poser problème. Par contre, pour des gens type Ménière, ils ont une hyperacousie, donc on n'est pas tant limité que ça. Juste pour rappel, justement, on peut appareiller en embout ouvert et mettre du gain dans les fréquences graves. Je vous ai représenté un graphique de Dillon en fait, qui montre la fuite acoustique qu'il y a en fonction de l'ouverture des embouts, que ce soit en open ou avec un embout avec plusieurs types d'évents. Et quand on regarde un petit peu avec un écouteur M, qui est un écouteur qui n'est pas très gros, quand on est en embout totalement occlus, on a 115 dB sur le 250, 120 sur le 500. Quand on a un embout de 4 mm, on peut avoir un MPO de 85 dB ou à 250 et 100 sur 500. Sachant que le patient, généralement, ses seuils d'inconfort sont bien en deçà de ça. Et même en dôme ouvert, on est à 78 sur le 250 et 90 sur le 500. Donc il n'y a pas vraiment de contre-indication, ni de limitation, si vous voulez, d'effet de saturation sur les sons, pour les sons forts. On peut mettre un gain sans problème de 10-15 dB sur les fréquences graves avec un embout ouvert. Ça va permettre aux patients de supporter en fait l'appareil. Donc c'est un peu ce que je vous propose. Et donc ce qu'on obtient in fine, on voit qu'on essaye de corriger la perte sur les aigus. On ne va pas nécessairement corriger toute la perte en fait sur les graves. On va mettre un gain de 20 dB parce qu'au-delà, ça va être gênant pour la personne. Et au niveau perception dans le bruit, il n'y a pas beaucoup de différence si on est en surdité unilatérale, si on met les 500 premiers Hertz ou si on ne les met pas. Alors moi je fais toujours les seuils d'inconfort avec les appareils en champ libre. Je trouve que c'est important pour plusieurs raisons, parce que des fois on a des surprises et ça permet un petit peu d'avoir une idée de la dynamique auditive de la personne avec ces appareils. Alors on peut faire des seuils prothétiques oreilles séparées. Les seuils d'inconfort, moi je les fais toujours en bilatéral et vous allez voir qu'avec la méthode de stéréoéquilibrage, on peut avoir pas mal d'informations. Donc le seuil d'inconfort en champ libre, c'est important. Alors ça, c'est une dame que je suis depuis 15 ans, qui a un Ménière bilatéralisé depuis 30 ans, 1 à 3 crises par an. Le tableau, il est très compliqué, hein, elle est très dépressive, et il ne lui reste pas grand-chose. Hein. Vous voyez la dynamique, il y a quoi? Il y a 15-20 dB de dynamique. Donc cette personne-là, pour l'instant, elle a des appareils parce que elle ne veut pas se faire implanter. Et puis, bon an, mal an, elle s'en sort assez bien. D'ailleurs, sur les critères, si ce n'était pas une maladie Ménière, elle était hors critère au niveau de l'implant. Donc, pareil, je n'ai pas mis un embout fermé, j'ai mis un embout obturant. Et j'ai pu avoir des gains suffisants pour que le patient tire un bénéfice de l'appareil. Donc elle se retrouve avec des seuils de l'ordre de 35 à 40 dB au seuil en bilatéral et des seuils d'inconfort à 85 dB. Le seuil d'inconfort, c'est important pour savoir si la personne est agressée ou pas en fait, avec l'appareil. Alors clairement, c'est frustrant de ce genre de profil, mais on n'a pas vraiment d'autre choix. C'est le meilleur compromis qu'on a pu faire, parce que c'est vrai que dès qu'au départ on avait essayé des embouts, elle ne supporte pas les embouts parce qu'elle a vraiment une gêne globale de ça. Alors au niveau des traitements de la maladie de Ménière, il y a plusieurs possibilités au niveau médical. Au niveau de la chirurgie, il y avait la chirurgie du sac endolymphatique, la neurectomie ou neurotomie vestibulaire où le chirurgien va couper le nerf vestibulaire.
ou aussi, maintenant, ce qui est le plus utilisé, c'est des injections de gentamicine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces patients atteints de maladie de Menière, bon, généralement, ça se passe assez bien, mais ça, au niveau de l'équilibre, parce que la personne, au lieu d'avoir des grosses crises, elle est plutôt en état d'ébriété, mais elle est beaucoup moins gênée, en fait, par ses problèmes de vestibule. Par contre, elle a des acouphènes et une surdité qui peut s'être aggravée. Donc là, c'est un exemple d'un patient qui a eu une neurotomie vestibulaire où ça ne s'est pas bien passé, mais c'est une chirurgie qui est compliquée. Ça ne s'est pas bien passé au niveau auditif, au niveau vestibulaire, et ça a fait ce que ça devait faire. Le patient s'est retrouvé avec plus d'acouphènes, plus de pertes, donc une moins bonne compréhension dans le bruit. L'autre oreille entend bien. Et donc là, le choix qu'on peut mettre, c'est soit un stéréo-cross ou soit un cross tout court. Moi, j'ai choisi le premier choix, stéréo-cross. Pourquoi ? Parce que si on arrive à compenser une partie de la perte en fait, au niveau de l'oreille droite, on va avoir au moins une chance d'améliorer en partie ses acouphènes. Et le fait de stimuler aussi une oreille, qui est déprivé depuis longtemps, on sait qu'on joue aussi de manière positive sur l'hyperacousie de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est hyperacousique parce qu'il a une oreille qui est très sourde, enfin hyperacousique, il y a plusieurs définitions de l'hyperacousie, mais c'est la définition sur la dynamique auditive en fait. On peut augmenter en fait la dynamique auditive une fois qu'on va l'appareiller. Et ce patient, on a pu l'appareiller en stéréo-cross. J'utilise le mode 360 où on va amplifier surtout les fréquences aiguës sur l'oreille droite et transmettre de l'autre côté. Et on a pu, avec ça, améliorer un petit peu la compréhension dans le bruit du patient, mais surtout en fait réduire son acouphène. Donc ça, c'est des cas un peu faciles. Si on regarde oreilles séparées, ce qui n'est pas le cas en fait réellement en stéréo-cross, mais en fait, oreilles séparées, on a pu obtenir un gain avec un peu de compression fréquentielle sur les aigus, mais on a un gain et des seuils sur l'oreille droite pour les 1000 Hz, des seuils à 30. Donc clairement, ça a grandement aidé au niveau de son acouphène. Alors au niveau des aminosides, donc c'est l'injection de gentamicine, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche bien, mais en fonction des doses qui sont injectées, ça détruit très fortement en fait, l'organe de Corti. C'est ce qui est utilisé le plus souvent maintenant, le SAC ou la neurotomie vestibulaire, qui sont des sacs chirurgicaux. Beaucoup de médecins préfèrent faire des injections de gentamicine au niveau de l'oreille moyenne. Ça a pour conséquence de soulager les crises, mais ça a une action nocive en fait, sur l'oreille. Donc là, c'est un exemple d'une dame qui a fait quelques audioprothésistes avant de venir et qui a eu des injections de gentamicine en fait, sur l'oreille gauche, où elle était très 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 gênée au niveau de ses acouphènes, de son hyperacousie et de la vocale dans le bruit. Le vertige, ça allait à peu près, puisqu'il y a eu le traitement. Et on lui a mis aussi un stéréo-cross en mode 360, c'est-à-dire on va corriger surtout les fréquences aiguës à gauche. Vous voyez en fait les MPO qui sont à peu près du niveau des seuils d'inconfort qui ont été mesurés à gauche, et pas mal de gains en fait sur les fréquences aiguës, ce qui permet de booster un petit peu l'oreille gauche sans que la personne ne soit vraiment gênée. Voilà, donc pour un petit peu tous les cas de figure, j'en profite justement, je ne sais pas quelle heure il est, attendez, excusez-moi. Ah oui, il te reste 6 minutes. Bon, enfin, je me manie. Sur une méthode de stéréo-équilibrage qu'on a mis au point, ça fait 5-6 ans qu'on travaille là-dessus, il y a eu beaucoup de mémoire. L'objectif, en fait, le principe, en gros, de stéréo-équilibrer les patients, en fait, c'est que souvent, quand on va régler des aides auditives, on va les régler de manière indépendante. On en éteint une, on fait des seuils, on en éteint une autre, on fait d'autres seuils. Mais en réalité, quand les aides auditives sont en fonctionnement, c'est pas du tout ce qui se passe. Déjà, au niveau du traitement de l'appareil, c'est-à-dire que l'appareillage, il ne peut se tester, l'efficacité de l'appareillage ne peut se tester que quand les deux appareils sont allumés. Et d'ailleurs, ce matin, Fabrice et Paul ont bien montré qu'il pouvait aussi y avoir une sommation de Sony incontrôlée, donc faire des seuils d'inconfort, même en champ libre avec les appareils oreilles séparées, n'a pas de sens.
Donc ce qu'on a mis en place, alors c'est un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, c'est de faire des seuils de détection et des seuils d'inconfort avec les appareils allumés, les deux. Et on va faire en plus de ça, donc ces seuils d'inconfort, pour que ça soit calibré, on a utilisé une échelle visuelle analogique et on a monté le volume, et à partir du moment où c'était très fort, on a rajouté 5 dB. Donc c'est une autre procédure, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Il y a d'autres procédures pour mesurer les seuils d'inconfort, mais c'est pas très grave. Ce qu'on voit, ce qu'on a obtenu là sur cet exemple, c'est que le patient a des seuils d'inconfort à 80 dB jusqu'à 2000 Hz, mais ces seuils d'inconfort remontent en fait sur les fréquences aiguës. Donc ça veut dire qu'il faut agir, à mon avis, sur les gains 80 et les gains et les MPO. Parallèlement à ça, en fait, pour savoir si ces inconforts ou si les réglages sont bien équilibrés, on a fait une sorte de test de Weber, c'est-à-dire on va envoyer des sons sur toutes les demi-octaves à 55 dB SL, à 55 dB HL, et on va demander au patient, le son vient de devant, est-ce que vous avez entendu de manière centrée, plus à gauche, plus à droite? Et on va noter, en fait, par exemple, sur l'exemple à 55 dB, à 1000 Hz, il a entendu bilatéral, c'est sur le petit tableau à 1500 bilatéral, à 2000 Hz, c'était à droite, 3000 Hz à droite, 4000 Hz à droite. On fait pareil pour les seuils d'inconfort qui ont été mesurés. Et là, par exemple, on voit sur le réglage que j'avais fait au préalable que ce patient qui a une surdité asymétrique, en supraliminaire, au milieu de la dynamique, à peu près à 55 dB, jusqu'à 750 Hz, il entend à gauche, c'est équilibré de 1000 à 1500, et puis après il entend à droite, et c'est équilibré sur les aigus. Sur le MCL, c'est pareil, il entend à gauche jusqu'à 1750 Hz, puis après il entend tout à droite au-delà de 2000. Et l'objectif du réglage, ça va être de faire en sorte que le patient, déjà, il ait des seuils d'inconfort autour de 80 dB sur toutes les fréquences, donc on va modifier le MPO, le gain à 80, et qu'il ait en fait quelque chose de le plus équilibré possible en fonction des fréquences, à savoir des seuils d'inconfort à peu près centrés à 80, des seuils de détection aux alentours de 20-25, et surtout le tableau avec ce test de Weber entre guillemets, faire en sorte qu'on ait le plus de B, c'est-à-dire quand on envoie à 55 dB SL à 1000 Hz, eh ben, il entend centré, et quand on est au MCL, il entend centré. On a fait une étude sur 42 patients où on a en fait en parallèle de ça, donc c'était des patients qui n'étaient pas réglés comme ça, qu'on a testés, après on les a réglés comme on essayait de les stéréoéquilibrer, puis après on les a retestés avec des tests dichotiques inversés. C'est un peu la procédure de Framatrix, mais avec des listes cochléaires de Lafond dans le bruit, avec un bruit cocktail party. On a fait ces mesures d'intelligibilité plus un questionnaire d'équilibre du patient. On s'est aperçu en fait qu'on avait grandement amélioré les performances des patients, que ce soit en dichotique ou en dichotique inversé, et qu'on avait diminué en fait la différence entre dichotique et dichotique inversé. On avait deux groupes de patients, on avait des groupes qui avaient une surdité symétrique et des groupes qui avaient une surdité asymétrique. Bon, je ne vais pas aller dans le détail parce que je suis à la bourre, mais on a trouvé la même chose. C'est-à-dire qu'après avoir stéréoéquilibré ces patients, déjà le patient, on sait qu'il ne sera pas gêné par les sons forts. On sait que quand on va envoyer un son en face de lui à 55 dB, quelles que soient les fréquences, il sera à peu près centré. Et pareil au niveau de ses seuils d'inconfort. Et quand on regarde ce qui s'est passé sur le questionnaire THI, parce qu'on l'a fait avant et après, c'est un questionnaire qui n'est pas très sensible sur l'équilibre, mais il a le mérite d'exister, on s'est aperçu qu'on avait amélioré l'équilibre postural, l'équilibre de la personne avant et après ce stéréoéquilibrage au bout de 15 jours. Alors c'est des tests, ces questionnaires, hein, si vous regardez dans la littérature, on a le droit de faire des tests-retests, il n'y a pas d'apprentissage. Et cette amélioration, elle est encore plus importante pour les gens qui avaient une surdité asymétrique. Voilà, dernier point, la maladie de Ménière, c'est une maladie dont s'occupe en fait France Acouphènes. Donc souvent les gens ne le savent pas, hein. France Acouphènes, bien sûr c'est les acouphènes, c'est l'hyperacousie, c'est la maladie de Ménière, et c'est aussi le neurinome de l'acoustique. Donc nous on fait notre boulot, mais quand la personne ne va pas bien, des fois elle a besoin d'un petit soutien psychologique, et France Acouphènes est là pour ça. Je vous remercie de votre attention.
Merci Stéphane pour ta présentation. Alors, il nous reste quelques secondes, si tu veux bien, pour une question ou deux. Tu fais allusion dans ta présentation à une solution prothétique par stimulation stéréo-bicross. Tu t'imagines que ça va m'intéresser. Ça t'intéresse ? Pour toi, est-ce qu'il y a un critère de jugement dans cette maladie spécifique de la maladie de Ménière pour d'abord opter pour le stéréo-bicross devant une stimulation stéréophonique ? En fait, c'est la vocale, c'est ce que j'ai mis, mais je ne l'ai peut-être pas dit, hein, mais si on re-regarde mes petits tableaux, ça va dépendre surtout de l'audiométrie vocale que l'on peut obtenir avec une stimulation indépendante, en fait. Donc, mais c'est vrai que quand on a des surdités où on a des pertes de l'ordre de 70-80 dB sur une oreille, clairement, la vocale dans le silence, on peut faire quelque chose, dans le bruit, on sait que ça ne va pas le faire. Donc c'est là où moi je propose souvent le stéréo bicross et puis si ça le fait pas, je fais un cross. Mais pourquoi ? Parce que je donne la chance quand même à la stimulation de cette oreille pour plusieurs raisons. Et là pour le coup pour le Ménière c'est déjà l'acouphène. Et d'après toi tu as des résultats différents par rapport à une population hors maladie de Ménière avec cette stimulation ? Le Ménière, franchement, on n'a pas parlé du tableau psychologique des personnes, hein, mais c'est la cour des miracles, un petit peu, la maladie de Ménière. On a des gens qui sont très très abîmés, donc c'est très compliqué. Après, les cas où il y a eu des problèmes, enfin pas des problèmes, mais des complications chirurgicales type neurotomie vestibulaire ou gentamicine, où là la surdité est stabilisée, on a les mêmes résultats. Mais après, on ne peut pas comparer quelqu'un qui est en appareil, qui a une maladie de Ménière. On sait que ça va être la galère, en fait. Il ne faut pas rêver. Enfin, moi, j'en ai beaucoup, parce que j'ai beaucoup de surdité asymétrique. Et quand c'est un Ménière, en fait, on prend des forces avant d'aller le voir. Et puis, on essaye de l'encourager. C'est des gens qui sont très, très abîmés, qui ont une qualité de vie très dégradée, en fait. Mais le stéréocross, il marche très, très bien, en fait. Moi, j'avais juste une question. Tu as beaucoup parlé de dysplacosie au début de ta présentation. Oui. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu les méthodes, les tests que tu utilises pour l'évaluer ? Alors, moi, on ne les teste pas, hein, parce que ça prend une heure. Hein. Enfin, c'était un peu la thèse de David. C'est ce que je vous ai montré. C'est si on envoie un 1000 Hz, par exemple, sur une oreille, on va essayer de faire par du pitch balance, en fait, chercher la fréquence qui correspond à la même tonalité de l'autre côté. À savoir, souvent, le 1000 Hz sur l'oreille qui entend bien, à la même Sony sur l'autre côté, on sera à 900 Hz ou 800 Hz, ce qui veut dire que l'oreille qui n'entend pas bien, elle perçoit les sons plus aigus. Après, quand c'est en stéréo, souvent la personne, ça fusionne. Ça fusionne jusqu'à une certaine limite, en fait. Mais il y a de la dysplacosie. Et ce n'est pas utilisé en routine clinique. Hein. Mais ça fait quand même... C'est important de l'assimiler pour savoir ce que ressent aussi le patient. Parce que à quelqu'un qui aime la musique, ça va être compliqué. Hein. On a d'autres questions, mais on n'a pas véritablement le temps. Tu pourrais y répondre dans les cahiers de l'audition. Merci beaucoup, Stéphane, pour ta présentation.